Le destin est parfois ironique. Depuis des années, je croyais faire preuve d'imagination. Alors qu'il me dictait tout ce que j'écrivais. Il y a des horreurs au-delà des limites de la vie dont nous n'avons pas idée. Et les prières diaboliques d'un homme peuvent en un instant les faire surgir dans notre propre réalité. Donner le pouvoir de tout rendre réel. Et si une œuvre vous hantait à un point tel qu'elle finissait, sans que vous ne vous en rendiez compte, par altérer la réalité et vous empêtrer dans une spirale infernale? Et si une œuvre arrivait, par sa plume, son univers et ses tourments, à opérer des changements profonds dans la conscience, voire à changer le monde? Quand de plus en plus de gens commenceront à ne plus savoir faire la différence entre l'imaginaire et la réalité, les hôtes du sanctuaire pourront réapparaître. Nous arrivons au terme de la trilogie de l'Apocalypse. De l'intrusion d'un extraterrestre malveillant à la fin du monde, j'aurais passé beaucoup de temps à m'aventurer dans cet univers aussi sombre et sinistre que fascinant. John Trent, un enquêteur en assurance, s'aventure au cœur de la Nouvelle-Angleterre à la recherche de Sutter Kane, un écrivain d'horreur dont l'œuvre et le succès font sensation dans la presse et chez les lecteurs jusqu'à l'émeute. Vous avez lu Sutter Kane? The Thing et Prince des Ténèbres cloîtraient leurs protagonistes en présence du mal. L'antre de la folie déchaîne et libère le mal jusque dans sa structure et même au-delà. C'est ce qui fait du film la parfaite apothéose de la trilogie de l'Apocalypse. De toute la trilogie, c'est bien l'opus le plus pessimiste. Alors que les deux premiers films se demandaient comment empêcher la fin, celui-ci se joue de nous et pose la sentence. La fin est inévitable. Peu importe comment, elle arrivera. Quand je parlais du méta dans ma vidéo sur The Thing, ce n'était pas pour rien. Le méta dans la fiction consiste à présenter une œuvre comme une mise dans l'abîme, vulgairement dit un film dans le film, et ça ne date pas d'hier. Ed Wood de Tim Burton, Last Action Hero de John McTiernan, Tonnerre sur les tropiques de Ben Stiller, Chantons sous la pluie de Billy Wilder, les bons exemples fusent. Mais le maître étalon du film méta est adaptation de Spike Jonze et Charlie Kaufman. Transpirer. Il faut que j'arrête de transpirer. Le film raconte la galère de Charlie Kaufman, interprété par Nicolas Cage, à adapter en scénario de film l'article de Susan Orlean, interprété par Meryl Streep, Le voleur d'orchidées, galère mêlée au syndrome de la page blanche qui a conduit à une crise existentielle pour Charlie, et finalement à l'écriture d'adaptation, en passant par le séminaire de Robert McKee, interprété par Brian Cox. Si vous n'êtes pas capable de trouver ça dans la vie, alors vous, mon ami, vous ne connaissez absolument rien de la vie, et je voudrais bien savoir pourquoi vous me faites perdre 2 précieuses heures avec votre film. J'en ai rien à foutre de votre film. Absolument rien à foutre de votre putain de film. Ah non mais je vous jure, c'est un de mes films de chevet. Démarrer avant que la vie commence sur la planète. Oui, tout est sans vie. Et la vie commence par des organismes, les petits unicellulaires. Oh, et ça, avant le sexe, hein, parce que là, tout était asexué. Une merveille d'écriture, un Nicolas Cage au top, une des réflexions les plus pertinentes sur la façon d'écrire un film à Hollywood. Là, c'est pas pareil, c'est un séminaire très estimé dans l'industrie. Donald, on dit pas l'industrie. Tu sais, Laisse-moi t'expliquer quelque chose. D'accord. Quand quelqu'un dit qu'il possède la réponse, c'est sûr qu'il va attirer les gens les plus désespérés, même en matière de religion. Attends. Il n'y a pas de règles, Donald. Et celui qui va prétendre qu'il y en a, celui-là, c'est... Mais tu vois, chez lui, c'est pas des règles. Hein. Non, c'est des principes. Et McKee écrit qu'une règle, ça dit, et c'est comme ça que vous devez faire. Un principe, ça dit, voilà ce qui marche. Et qui a toujours marché. Alors, il n'y a pas de voie tracée, là. Écrire, c'est faire un voyage dans l'inconnu. C'est pas construire une de tes maquettes d'avion. Si vous ne l'avez pas vu, je vous enjoins à interrompre la vidéo et à vous jeter sur ce bijou. Vous voulez du vrai méta? Regardez Adaptation. Je pourrais citer aussi le précédent film du tandem Jones-Kaufman, dans la peau de John Malkovich, auquel Adaptation est mêlée. Mais Adaptation est beaucoup plus inventif et jusqu'au boutiste.
On démarre sur Charlie Kaufman. Gras, chauve, vieux, répugnant, assis dans un restaurant de Hollywood en face de Valérie Thomas. Une ravissante et sculpturale directrice de production. Kaufman, espérant se voir confier un scénario et voulant l'impressionner, transpire abondamment. Vous savez aussi qui a fait du très bon méta? Mosinor. Son détournement de Dead Zone de David Cronenberg, c'est de l'or en barre. Le manque de concurrence a émoussé ta créativité. Tu te laisses vivre. Tu glandouilles. Et tu fais plus de détournement. Ouais, mais je sais pas, j'ai plus trop le cœur à ça en ce moment. Une grosse fatigue. Le méta, tel qu'usité aujourd'hui, n'est plus qu'un outil faussement subversif pour un film de sortir des références, voire ses propres références, en brisant le quatrième mur pour maintenir les spectateurs geeks à l'état de junkies de l'excitation. L'affiche du film Tron original sur un mur dans Tron l'héritage, c'est ce méta bas de gamme. Deadpool qui fait référence à Gossip Girl, Mad Max Fury Road et la Warner, et qui défonce les agents de la TVA sur fond de Bye 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 de NSYNC au début de Deadpool et Wolverine, c'est pareil. Matrix Résurrection, avec ses clins d'œil invasifs aux 3 premiers volets, jusqu'à refaire l'intro du premier au mouvement près, et son histoire de jeu vidéo appelé Matrix 4, c'est pareil. Tic et Tac, les Rangers du risque, qui va jusqu'à recycler le Sonic moche photoréaliste abandonné de la toute première bande-annonce de Sonic qui a fait un bad buzz, c'est encore pire. Sans déconner. Mais je m'égare. Dans le cinéma d'horreur, les exemples qui parleront à tous seront Freddy sort de la nuit, le 7e opus de la saga Freddy marquant le retour de Wes Craven à la barre, et Scream, toujours de Wes Craven. L'Antre de la folie est un film méta intelligent. Par la mise en abîme, le film pète à coups de latte la frontière entre le monde fictif de l'œuvre de Sutter Kane, son propre monde, et le nôtre, celui du spectateur. Un portail maudit s'ouvre, un pont se dresse entre les réalités et nous fait ressentir ce vertige. Je pense que nous avons tous été retournés lorsque John Trent, un Sam Neill fraîchement débarqué du succès de Jurassic Park, sort de l'asile et entre dans le cinéma pour aller voir L'Antre de la folie, d'où le méta. Clin d'œil méta. Stop, on l'a déjà fait. Nous avons vu le mal prendre des formes différentes, un extraterrestre métamorphe dans The Thing et un liquide vert translucide dans Prince des Ténèbres. Dans L'Antre de la folie, le mal prend la forme de... c'est difficile à expliquer. Il se matérialise à plusieurs niveaux et pas toujours concret. Ses incarnations sont plus insidieuses, cosmiques. Sa forme la plus concrète est celle de Sutter Kane, le mystérieux écrivain reclus qui déchaîne les passions, Herr Jürgen Prochnov. En dégageant une aura déifiée, proche des grands anciens de Lovecraft, il se présente comme une entité menaçante au-delà de la compréhension humaine. Plus Lovecraftien, Tucan. Yog Sothoth est la clé de la porte par lesquelles les sphères se rencontrent. L'homme règne à présent où il régnait jadis. Ils régneront bientôt où l'homme règne à présent. Après l'été vient l'hiver, après l'hiver vient le printemps. Ils attendent en toute patience, en toute puissance, car ils régneront à nouveau ici-bas. Dès la mention du nom de Sutter Kane, Trent est dans son collimateur. Il vous a vu. À peine quelques secondes après que Robbie lui parle de Kane, l'agent de Kane possédé tombe sur Trent et le menace. Qui? Sutter Kane. Sutter Kane se voit comme un dieu, un être omnipotent capable d'influer sur la réalité. Le choix de l'Église pour se cloîtrer n'est pas anodin. Carpenter reprend les symboliques religieuses et bibliques qu'il appliquait déjà d'une certaine façon dans Prince des Ténèbres et les détourne carrément comme l'on renverserait une croix. Oh bah ça alors! Pour dévoiler leur obscurité. À la manière de Lovecraft lorsqu'il associe la religion et les cultes aux grands anciens. Kane parle explicitement de religion lorsque Trent se cache dans le confessionnal. Vous voulez savoir quel genre de problème elle pose? Je veux parler de la religion en général. Elle n'a jamais su traduire tous les mécanismes de l'horreur. La religion fait régner la discipline par la peur. Elle n'a toujours pas compris le vrai sens de la création. Personne n'a assez la foi pour rendre ces phénomènes réels. Maintenant, plus de gens croient en mon œuvre qu'en la Sainte Bible. Il est intéressant de constater que le dernier ouvrage en date de Kane, L'horreur à Hobbs End, le livre que l'on voit se faire imprimer dans le générique d'ouverture du film, est un clin d'œil direct à l'Abomination de Dunwich, ou L'horreur à Dunwich, ça dépend des éditions, une des nouvelles les plus sombres de Lovecraft et les plus ancrées dans le mythe de Cthulhu. Il est question d'un petit village perdu au fin fond du Massachusetts, et pratiquement figé dans le temps, aux habitants arriérés et dans le rejet d'un des leurs, Wilbur Whateley, un jeune homme difforme, grand de plus de 2 mètres, à la peau foncée et lié aux grands anciens, dont l'un d'entre eux serait tapi dans le village.
Quand un voyageur, dans le centre-nord du Massachusetts, prend la mauvaise direction au carrefour du péage d'Aylesbury, juste après Dean's Corner, il découvre une campagne étrange et désolée. Le terrain s'élève peu à peu. Les murs de pierre bordés de broussailles se pressent de plus en plus vers les ornières de la route sinueuse, couverte de poussière. Les arbres des nombreuses zones forestières semblent trop grands, et les herbes sauvages, ronces et graminées, manifestent une luxuriance qu'on leur voit rarement dans les régions défrichées. Sans savoir pourquoi, on hésite à demander son chemin aux silhouettes noueuses et solitaires, aperçues de temps à autre sur un seuil croulant ou dans les prairies en pente semées de rochers. Elles sont tellement silencieuses et furtives qu'on se sent comme en face de choses défendues, dont il vaut mieux ne pas se mêler. En gros, je vous en recommande chaudement la lecture, comme n'importe quel livre de Lovecraft. L'église, elle, est un clin d'œil à la nouvelle Celui qui hantait les ténèbres. Son protagoniste, Robert Blake, voit depuis sa fenêtre le clocher d'une église abandonnée, sur lequel aucun oiseau ne vient se percher. Flippant sa mère. J'ai vu le sombre univers béant où les noires planètes roulaient sans but, où elles tourbillonnaient dans leur horreur inaperçue, sans connaissance, lustre ou nom. La nef colossale était un espace maintenant dévasté, avec des amoncellements et montagnes de poussière sur ses bancs à caissons, autels, chair et cœur, et des enchevêtrements titanesques de toiles d'araignée tendues sous les ogives de la galerie et s'entrelaçant sous les colonnes gothiques du cloître. Sur toute cette désolation silencieuse jouait une lumière sans source visible, tandis que le soleil de fin d'après-midi lançait ses rayons déclinants à travers les étranges panneaux mi-obturés des grandes baies de l'abside. Plusieurs années auparavant, l'église avait appartenu à une secte maléfique qui faisait surgir des créatures abominables hors du gouffre de la nuit. Il avait fallu un bon prêtre pour exorciser ces démons. Mais certaines personnes prétendaient que la lumière suffisait à les chasser. Si le père O'Malley avait encore été de ce monde, il aurait pu raconter maintes histoires. Hobbs End est un hommage assumé à Dunwich, mais plutôt Stephen Kingisé. Outre la transposition contemporaine, le village est beaucoup plus normal. Les habitants font plus prolo que vraiment arriérés, contrairement à ceux de Dunwich. Cela dit, l'étrange est toujours là, dissimulé par la normalité apparente de la bourgade. Dans ce plan où Trent et Linda, en arrière-plan, retournent à leur voiture, un élément se trouve au premier plan, complètement flou. On ne sait pas ce que c'est, même si on a un doute. Dès que Linda disparaît du champ, un jeu de mise au point bien trouvé, et bam, une hache ensanglantée. C'est un point fort de la mise en scène. John Carpenter, contrairement à d'autres réalisateurs comme Ari Aster ou Martin Scorsese, n'a pas une mise en scène ultra élaborée ou dynamique. Des plans séquences, y a pas. Des crash zoom, y a pas. Des travelling super rapides, y a pas. Des travelling en général, y a pas beaucoup. Il y en a, mais pas beaucoup. C'est simple. À l'instar de Francis Ford Coppola lorsqu'il tourne L'homme sans âge et Twixt, Carpenter fait de la simplicité, sans être plat et impersonnel. Et ça, c'est pro. Je l'avais évoqué en parlant de Prince des Ténèbres. En faisant simple, Carpenter emprisonne les chercheurs, le professeur Birac et le père Loomis dans l'église, et dans l'environnement hostile que représente la banlieue peuplée de simili-zombies. La simplicité de la mise en scène offre une certaine créativité dans le cadrage et la composition des plans, surtout s'ils sont fixes. Je le précise parce que je connais quelques personnes qui ont reproché à un film comme The Brutalist d'avoir trop de plans fixes, accusant le budget modeste. Oh là là. The Brutalist est un film contemplatif. Les plans fixes ne sont pas impersonnels et ne sont pas une tare pour le rythme de la narration. Au contraire même, l'immobilité d'un plan permet d'explorer l'image. Ce plan-là des 7 samouraïs d'Akira Kurosawa est tout ce qu'il y a de plus fixe, et pourtant il raconte tellement de choses. Je vous invite d'ailleurs, si vous êtes bon en anglais, à jeter un coup d'œil à la vidéo de la chaîne Every Frame Painting, Akira Kurosawa Composing Movement. Il explique à la perfection. La plupart des plans de 28 jours plus tard de Danny Boyle, c'est des plans fixes. Ils nous laissent nous immerger dans les rues d'une Londres figée et silencieuse. Ça n'empêche pas le film d'être stressant à mort. Le fameux plan de l'antre de la folie, dont la particularité est le jeu de mise au point, est un plan fixe. On voit Trent et Linda au fond et la hache en premier plan. On change d'angle de champ.
Il n'y a pas de mouvement cool en caméra à l'épaule ou en steadicam, il n'y a pas de panne ou de tilt, pas de travelling ou de zoom, rien, juste une mise au point. C'est simple et pourtant impactant et riche de sens. Vous voulez un autre exemple? Le moment où Sutter Kane termine son roman et l'emballe pour donner à Trent. Observez-le bien. Terminé. Bon ok, il y a un mouvement de caméra. Léger mais quand même. Un panoramique avec un léger mouvement ascendant de caméra. On voit Kane poser la dernière feuille sur son manuscrit, regarder Trent, mettre le manuscrit dans sa boîte noire, fermer la boîte et s'approcher de Trent à pas lents, la boîte dans les mains. C'est simple, mais cinématographiquement, c'est consistant. Ce plan, n'importe quel Yes Man le surdécouperait en 5-7 plans. On aurait un gros plan sur Kane disant Terminé. un insert sur la feuille, un insert sur le manuscrit, un plan rapproché sur Kane regardant Trent, un plan d'ensemble sur Kane se levant, un plan rapproché sur Kane fermant la boîte, et un plan moyen de Kane marchant vers Trent. N'importe quel blockbuster montrait ce passage de cette façon. Prenez par exemple Avengers Endgame des frères Russo. Ouais, je parle d'un Marvel dans une vidéo sur John Carpenter. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Attends, mais tu digresses là. Grèce. Comme il est caustique aujourd'hui, hein. J'ai conscience que j'établis une comparaison dont la pertinence pourrait laisser à désirer, c'est propre à chacun, entre un grand nom du cinéma de genre et un duo de Yes Men à la carrière plus que rentable, puisqu'on leur doit notamment deux des films les plus rentables du MCU. Vous remarquerez que je parle pour l'un de son impact en tant qu'artiste sur tout un pan du cinéma populaire, et pour l'autre, je ne fais que relayer sa rentabilité commerciale, à défaut de pouvoir relever une quelconque qualité artistique. Et constat amusant, l'un est un réalisateur qui a fait des grands films qui sont devenus cultes après avoir bidé, et les deux autres sont des réalisateurs qui ont fait des films médiocres, mais qui ont empoché le milliard. Prenez la visite surprise dans le chalet de Thanos. Les Avengers tapent l'incruste, immobilisent Thanos, et Thor lui tranche le bras pour l'empêcher de se servir du gant de l'infini. Déjà là, il y a à redire, mais on va se concentrer sur le moment où Thanos se fait décapiter, sinon la parenthèse serait trop longue. Merci, ma fille. J'ai probablement été trop dur envers toi. Quoi? Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai seulement visé la tête. Voilà. La séquence est compréhensible, c'est clair, on sait où on va, mais cinématographiquement, il n'y a rien. Un plan sur Thanos, un contre-champ sur Nebula, un plan sur Thanos, un plan sur Thor qui décapite Thanos sur les yeux des Avengers, le contre-champ sur Nebula, un plan pas dans le même axe sur Thor, encore le contre-champ sur Nebula, le plan sur Thor et les Avengers en arrière-plan, un plan sur Rocket, encore le plan sur Thor, un plan sur Captain Marvel, une contre-plongée sur Nebula qui regarde la tête coupée de Thanos, un gros plan sur Captain America et enfin un plan sur Thor de dos. 14 plans. 14 putains de plans qui illustrent platement, qui ne racontent rien et ne jouent même pas avec le décor ou l'atmosphère, utilisant des petits travelling, des petits zooms et une caméra à l'épaule dégueulasse comme des cache-misères. Pour commencer, il y a des plans en trop qu'on peut aisément couper sans que ça change quoi que ce soit. La plupart des plans sur Nebula sont tout simplement inutiles. Le plan sur Captain Marvel et War Machine, il sert à rien. Le gros plan sur Captain Marvel de profil, pareil, il sert à rien. Le contre-champ sur Thor de dos, pareil. Quelqu'un peut me dire ce qu'on en a à foutre? Si je remonte le passage. J'ai été trop dur envers toi. Quoi? Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai seulement visé la tête.
c'est pas tellement ça, hein. Et ça illustre bien à quel point la composition des plans et le timing semblent négligés. Pourquoi ne pas avoir laissé la décapitation de Thanos en un seul plan, avec un long flottement brièvement interrompu par Rocket? On n'a pas besoin de s'attarder sur les tronches de 3 autres pécores ou de changer d'axe pour comprendre que tout est foutu, ni pour ressentir le désespoir ambiant. Les 7 samouraïs n'ont d'au-delà. Le plan dont je parlais tout à l'heure. Juste les postures, le vent, l'immobilité du cadre, l'image nous fait ressentir naturellement le désespoir, bien plus que dans Endgame. Vous pensez que ce plan aurait autant d'impact en foutant des plans rapprochés sur chacun des samouraïs ou un plan large dans un autre axe? Même à deux, ces zouaves de frères Russo sont pas foutus d'avoir une mise en scène à tant soit peu soignée. C'est bien beau d'essayer de jouer à qui est la plus grosse avec Martin Scorsese sur TikTok, mais tant qu'à faire, vous pourriez au moins essayer d'être de bons réalisateurs, au lieu de jouer les poseurs face au patron du cinéma, parce que ça vous emmerde grave d'entendre dire que les Marvel sont pas du cinéma. Ah la vache, ça a pas de la tarte pour retourner au sujet tellement j'ai digressé. Alors, c'est par où? C'est bon, t'as retrouvé ton chemin? Ta gueule! Eh, tu me parles sur un autre ton, s'il te plaît. Ta gueule. Je préfère ça. Madame Pickman, la concierge de l'hôtel de Hobbs End. Sous son air d'affable vieille dame et fait amusant, la même année, on la retrouve en gentille grand-mère d'Adam Sandler, esclavagisée par Ben Stiller dans Happy Gilmore, cache en réalité un ou plusieurs terribles monstres. Le tableau flippant dans le hall de l'hôtel, qui montre un couple au bord d'un étang avec l'église en arrière-plan, décidément l'aura de Sutter Kane va dans tous les coins, passe d'un couple à 2 monstres tentacules, plus Lovecraftien tu calmes. Comment montrer par l'image, sans avoir besoin de dialogue, que certaines personnes ne sont pas ce que paraissent. Je le redis, tout évoque Lovecraft de vive voix dans ce film. Même Madame Pickman sous sa vraie forme, les monstres dans le tableau et les hôtes du sanctuaire, les monstres retenus dans l'église qui courent Trent dans le couloir, ils évoquent les grands anciens et les Shoggoths, les bâtisseurs de la cité enfouie au cœur de l'Antarctique dans les montagnes hallucinées. En effaçant Linda Stiles et en reléguant John Trent à l'état de personnage de son invention, jusqu'à le faire passer pour un fou auprès de Harlow et du Dr Vren, Sutter Kane se joue de Trent. Il le manipule comme une figurine. C'est quand même plus original que de le qualifier de poupée, de marionnette ou de pantin. Je sais ce qui est réel. Je sais qui je suis. Et jamais personne m'a fait pression sur moi. Vous croyez que mon agent vous a attaqué par hasard? Cet homme avait lu qui vous étiez. Que vous rapporteriez le manuscrit et ce que ça provoquerait un peu partout. Il a voulu vous en empêcher. Je suis pas une personne de fiction. J'écris donc que vous êtes. Mais en se jouant de Trent tel le malin, Sutter Kane se joue de nous, spectateurs. À ses yeux, si Trent est un personnage qu'il a créé, nous sommes aussi des personnages qu'il peut manier comme bon lui semble et effacer si ça lui pète, comme il l'a fait avec Linda. Vous ai-je déjà dit que ma couleur préférée était le bleu? J'étais seule lorsque j'ai découvert cette horreur. Et jusqu'à présent, je n'en ai parlé à personne. Je n'ai pu empêcher les autres de creuser dans sa direction. Mais le hasard et les éboulements de sable leur ont toujours évité de la rencontrer. Il me faut aujourd'hui rédiger une déclaration définitive. Non seulement pour mon équilibre mental, mais pour mettre en garde ceux qui me liront sérieusement. C'est même Sutter Kane qui décide quand John Trent entre et sort de Hobbs End. Quand Trent essaye de se barrer, il est ramené devant la foule possédée et Linda fait tout pour l'empêcher de se barrer. C'est Kane qui lâche Trent en plein milieu de la Nationale avec son manuscrit. John Trent est un prophète malheureux, l'agent d'une prophétie inexorable et délétère. Oh là là, qu'est-ce que je me la pète! Vous allez rapporter ces épreuves au monde. C'est écrit. C'est écrit où? C'est moi qui vous ai créé. Comme cette ville. Elle n'existait pas avant mes romans. Eh oui, tout comme vous. Au cinéma, plus particulièrement dans le cinéma d'horreur, on parle de notre rapport aux images, par l'intermédiaire notamment des films maudits, comme La fin absolue du monde, pour rester chez John Carpenter, ou bien Ring de Hideo Nakata avec sa cassette. Mais dans l'Antre de la folie, il ne s'agit pas d'un rapport aux images, mais aux mots. Les images, aussi hantées soient-elles, relèvent du concret. On les voit, elles sont bien là. Les images nous marquent, en bien ou en mal, surtout en mal, mais on connaît l'origine. John Trent, lui, ne se fait pas hanter par des images. C'est en lisant les romans de Sutter Kane qu'il bascule dans cette spirale du démon. Il est hanté par la psyché de l'auteur, son univers, sa plume. Dans le tout premier Camera Obscura du Fossoyeur de film, l'épisode 0,
François Thorel parle de la magie selon Aleister Crowley, Magic avec un K, et de la vision purement magique, telle que l'entendait Crowley, de l'art par l'auteur culte Alan Moore. Magic, in its earliest form, is often referred to as the art. I believe that this is completely literal. The very language of magic seems to be talking as much about writing or art as it is about supernatural events. Art is, like magic, the science of manipulating symbols, words or images, to achieve changes in consciousness. La magie consiste à rentrer en communication avec des individus existant sur un plan supérieur au nôtre. La mystique consiste à se hisser à leur niveau. Grâce à ce livre, le monde va changer. Ce sont les nouveaux lecteurs, les nouveaux croyants qui seront les instruments de ce changement. L'essentiel, c'est la croyance. Les mots aussi ont une portée mystique. Howard Phillips Lovecraft employait un vocabulaire bien particulier qui rend son œuvre unique. Pour ma part, quand je lis Lovecraft, je suis immédiatement plongé dans son imaginaire. C'est suffisamment bien écrit pour me titiller et me laisser imaginer. La folie chevauche le vent stellaire, ses griffes et crocs aiguisés par des siècles de cadavres, dégoulinantes de mort, à cheval sur une bacchanale de chauves-souris. Jaillit des ruines noires, comme la nuit des temples à la gloire de Bélial. Trent reconnaît le caractère envoûtant de la plume de Sutter Kane quand il commence à lire ses romans pour se faire une idée. Oh, salut Robbie. Oui. Non, rien de nouveau. J'ai ramassé plusieurs bouquins de Sutter Kane pour voir ce que c'est. Je suis en train de les lire. Ouais. Et des romans d'horreur à sensation, le thème habituel. C'est tout le temps la même intrigue qui revient. Des créatures visqueuses qui rampent, les gens deviennent fous et se transforment en monstres. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est plutôt bien écrit et qu'il vous embarque dans son histoire sans qu'on s'en rende compte. Je sais pas si c'est le style ou la façon dont il goupille ses thèmes, mais en tout cas... Trent ne croit pas si bien dire. Sans le savoir, il se jette dans la gueule du loup et laisse Kane le remodeler à son image. Lorsque Linda dit « On croirait entendre Kane », ce n'est pas anodin. On sent le changement opéré dans la conscience de Trent et même au-delà, et la piste vers la terrible révélation. À la fin, lorsque le Dr Vren jette l'éponge en disant au directeur au sujet de Trent « C'était perdu d'avance. Il croit être une fiction. Il dit que Sutter Kane est à l'origine de l'épidémie. » et que Trent sort de l'asile pour aller au cinéma voir l'antre de la folie, en se reconnaissant à l'écran, dans la mesure où c'est le début du film qui lui est montré, il est conforté dans sa folie et il se gausse d'un monde qui se meurt. Il y a encore beaucoup de gens qui ne l'ont pas lu. Il y a le film. On est en droit de se demander si John Carpenter ne glisse pas un constat sur la différence d'impact entre le cinéma et la littérature dans la culture de masse. En effet, aujourd'hui, la littérature semble avoir perdu de son influence. Même chose en partie pour le cinéma en fait. Ce sont les blockbusters, les séries et les contenus audiovisuels sur internet, oui j'ai bien dit contenu, qui régissent la culture de masse. On pourrait imaginer que dans un hypothétique remake de l'antre de la folie, je vous somme de vous abstenir d'en faire un pour le bien de l'humanité. Sutter Kane se servirait des réseaux sociaux pour propager la fin des temps, et Trent serait le seul survivant en étant réfractaire, ayant un compte Facebook, Twitter, Insta, blablabla. Mais bref, faites-moi plaisir, effacez et oubliez cette idée, hein. Il est triste de penser que la littérature et le cinéma n'ont plus le même impact culturel sur les gens, surtout la littérature. Certains cinéphiles que je connais m'ont confié qu'ils n'aimaient pas lire. Quand ils me l'ont dit, je suis tombé des nues. Je n'arrive pas à concevoir une vie sans lecture. Et je ne parle pas forcément des bandes dessinées, hein. Je parle des nouvelles, des romans, des pièces de théâtre, des poèmes. Même les scénarios et les paroles de chansons, ça compte. Mon imaginaire, je l'ai forgé en partie avec le cinéma, certes, mais les romans et les nouvelles ont énormément contribué. Tu ne t'es jamais pris pour le capitaine Nemo, pris au piège dans ton sous-marin, alors que la pieuvre géante t'attaquait. Si. Est-ce que tu as eu peur de ne plus pouvoir t'échapper? En dehors de ce qui était au programme à l'école et à la fac, quand j'étais au collège, je lisais Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et L'Épouvanteur pendant les récrés et les pauses déj. Au lycée, j'ai lu Shining en scred pendant les cours et Les Princes d'Ambre de Roger Zelazny pendant mon temps libre. En deuxième année de fac, je lisais les livres de sang de Clive Barker. En troisième année, j'ai lu Dune et le Messie de Dune pendant les cours magistraux et pendant les vacances. En vacances, j'ai lu Minority Report. Depuis quelques années, je lis Lovecraft. Tous les dimanches, je lis la Bible. Pour me perfectionner dans la fiction, j'ai lu Le Héros aux mille et un visages de Joseph Campbell.
La lecture est essentielle pour l'esprit humain, pour la communication et les relations humaines, pour la réflexion, pour la concentration, pour la connaissance et pour la compréhension du monde qui nous entoure. Lisez, et pas les livres de politiciens, les romans de gare comme Marc Lévy ou les romans érotiques de Marlène Schiappa et Bruno Le Maire. Mais bordel, qu'avons-nous fait pour mériter une telle humiliation? Lisez Les Misérables, lisez Michel Strogoff, lisez Les Trois Mousquetaires, L'Assommoir, La Chute de la Maison Usher, 1984, Le Cid, Les Fourberies de Scapin, Hamlet, Les Quatre Filles du Docteur March, L'étrange cas du Docteur Jekyll et de Mr. Hyde, Le Seigneur des Anneaux, Les Sorcières de Salem, La Peste, Les Liaisons Dangereuses, Cyrano de Bergerac, Le Horla, Dix Petits Nègres, Le Chien des Baskerville, Ozymandias, La Légende de Sleepy Hollow, Huckleberry Finn, Fahrenheit 451, La Métamorphose, Le Cycle de Dune, Le Dernier des Mohicans, Le Fantôme de l'Opéra, L'Abomination de Dunwich. Lisez! Pour en revenir au symbolisme religieux et au lien avec la trilogie de l'Apocalypse, L'Antre de la Folie, que ce soit le film ou l'œuvre de Sutter Kane, de toute façon, à quoi bon faire la différence, sachant que le film de Carpenter appartient à sa propre diégèse, se termine par une apocalypse. Le livre parle de la fin des temps. Il parle de la fin de tout. Et c'est ici que tout doit commencer. Les forces du mal se déchaînent et s'emparent de Hobbs End petit à petit. Il faut qu'on lise la fin pour savoir comment s'en sortir. La prophétie de Sutter Kane s'est accomplie. Tout était dans le livre et c'est arrivé. C'était inéluctable. Que savons-nous du monde, de l'univers qui nous entoure? Les moyens que nous possédons pour recevoir des impressions sont ridiculement peu nombreux, et notre connaissance des objets qui nous environnent est infiniment restreinte. Nous ne voyons les choses que de notre point de vue, et nous n'avons aucune idée de leur vraie nature. Avec 5 faibles sens, nous prétendons appréhender le cosmos complexe et sans limite, alors que d'autres êtres qui possèdent un éventail de sens plus large, plus forts ou différents, peuvent percevoir des univers entiers de matière, d'énergie et de vie qui sont à portée de notre main et qui ne peuvent pourtant jamais être détectés par nos organes sensitifs. J'ai toujours pensé que de tels mondes inaccessibles existent près de nous. Chaque espèce ressent l'approche de son extinction. Le dernier qui restera ne rigolera sûrement pas. Dans 10 ans, peut-être moins, la race humaine ne sera plus qu'un conte pour amuser leurs enfants. Un mythe. Rien de plus. La fin évoquée par Trent et Linda nous est suggérée. La forte chaleur dans le bureau, l'hystérie autour de Sutter Kane qui tourne à l'émeute, l'inéluctabilité des événements renforcés par Linda et le paysan qui justifient leurs actions irrationnelles par ce simple argument « Il le faut, c'est dans le livre !» faisant d'eux des fanatiques, le décalage de Trent, son internement, et le grondement assourdissant hors de sa cellule, la fin se dessine en filigrane. L'antre de la folie et la révélation. Tel est le vrai sens du terme apocalypse. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici parut un cheval blême. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? Vous entendez ? Ce n'est pas... Oh merde! Oh, 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 oh.